Ouais, donc Thibaut, tu m'avais dit la semaine dernière que tu voulais te lancer dans la création de ton site web. Ouais, c'est un peu l'objectif, étant donné que je lance ma boîte, j'aimerais bien, je lance TBH conseil et formation, j'aimerais bien en effet développer mon site web, avoir quelque chose de personnalisé. Donc, dans la partie création de site web, il y aura la création en tant que telle, et ça, on sera amené à pouvoir en parler à un certain moment. Mais à un moment, on va se poser la question aussi de faire valoir ton site et de te faire connaître. Et moi, ce que je te propose, c'est de te montrer un petit peu ce qui a pu être mis en place sur Codea en termes de référencement naturel Et oui, et aussi en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle pour générer ça. Donc là, je vais nous faire un petit switch, comme ça je repartage l'écran en même temps. alors là pour moi c'est vraiment très flou. L'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose que j'utilise, mais un peu comme tout le monde, finalement comme un moteur de recherche, plus que comme un outil qui pourrait me servir à développer mon business, et je suis impatient d'entendre ce que tu vas me dire là-dessus. Ok, bah écoute, je vais te montrer. Dans un premier temps, moi je suis parti du principe que tu peux attaquer directement sur la solution au problème de tes cibles et tu peux également travailler autour de comment est-ce que je suis capable de vous présenter que je comprends vos problèmes. Donc je vais éclaircir ça un petit peu après, mais aujourd'hui, si on prend Codea, organisme de formation, on propose des formations en référencement naturel, en web marketing, sur de l'email. Il y a également ton programme autour du SWOT Pestel, etc., etc. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, chacune des pages de ton site te sert à te positionner sur une requête, un besoin auquel tu veux répondre. Donc typiquement, si on va prendre, tu vois, toi de ton côté, sur la formation qu'on avait publiée, maîtriser le SWOT et le Pestel, tu vois, cette page-ci va être vue par les algorithmes d'indexation et de positionnement des moteurs de recherche comme étant une page qui potentiellement peut répondre aux besoins des utilisateurs qui recherchent une formation SWOT et Pestel. D'ailleurs, je vais essayer de te faire un petit peu l'exemple en live. Si on fait formation SWOT et Pestel, aujourd'hui, alors là, il y a un peu d'historique et tout, mais tu vois, la page elle remonte en deuxième position. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Google a analysé cette page, mais pas que. Il regarde là, quand tu tapes formation SWOT et Pestel, il voit que je suis connecté, tu vois, avec mon compte, mon navigateur est configuré en français, et il regarde parmi les milliers, les millions de pages qu'il connaît, et il se dit, là, actuellement, mercredi 9 avril, parmi toutes les pages que j'ai, et par rapport à l'utilisateur qui me demande formation SWOT et Pestel, qu'est-ce qui peut répondre à ce besoin-là? Quel contenu peut y répondre? Alors moi j'ai une question. Comme tu l'as dit, là ton historique, on sait très bien que les algorithmes réfléchissent aussi en fonction de ton historique de recherche. Oui. C'est-à-dire que toi, Mathias, qui a créé Codea, peut-être que l'on te fait remonter cette information parce que tu es Mathias. Oui. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une personne à Marseille ou à Rennes ou à Strasbourg, elle aurait également cette remontée? Non, pas forcément. Donc là, tu vois, je viens de passer en navigation privée. D'accord. Alors tu vois, donc là, c'est-à-dire que j'ai plus mon compte et tout. Néanmoins, je reste sur la même adresse IP, toutes ces informations-ci. Là, ici, ce qui se passe, c'est quoi? Potentiellement, je peux être localisé comme étant, si l'information repasse, on le voit légèrement en dessous. Donc tu vois, l'adresse IP, c'est pas forcément la bonne, hein, ici. Il a essayé de un petit peu identifier à partir de l'adresse IP où est-ce que je suis localisé. Nous, ici, actuellement, on est à Villeneuve-d'Ascq dans le nord de la France. Tu vois qu'aujourd'hui, on est toujours proposé en deuxième position. D'accord. Mais c'est parce que aussi, il y a une question d'actualisation du contenu. Tu vois, par exemple, ici, on a blog qhse.com. Le contenu a été rédigé le 3 mai 2024. Nous, ce contenu-là a été rédigé il y a de ça 2 semaines. Alors, généralement, ce qu'on vient de se dire aussi, c'est que au plus un contenu est ancien, mieux, il est vu par l'algorithme de recherche, mais le moteur de recherche, il est aussi à la recherche d'informations fraîches, tu vois. D'accord. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette page-ci, elle est dans un écosystème, dans un ensemble de contenus. Aujourd'hui, le site de Codea traite du sujet de la formation. Oui. On a plein de pages qui parlent de formation. Ces pages sont savamment liées entre elles et par conséquent, ça donne du poids à tout ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ces pages-ci, dès lors qu'on va créer un nouveau programme de formation, on se donne des chances de remonter directement dessus. D'accord. En revanche, il y a un truc sur lequel moi je veux attirer ton attention et on sera amené à réfléchir là-dessus ensemble quand on travaillera sur ton site. Là, on s'adresse directement auprès des personnes qui recherchent une formation SWOT et Pestel. Oui. Comment est-ce que tu t'adresses
comment est-ce que tu te fais connaître si tu as des personnes qui ne savent pas encore qu'elles ont besoin d'apprendre le SWOT, qui n'ont pas besoin d'apprendre le PESTEL. Voilà, par exemple, une formation marketing. Ouais. Ou même, tu vois, tu as des personnes qui vont peut-être se dire, et là c'est toi qui sais bien plus que moi, pourquoi est-ce qu'on fait un SWOT? Pourquoi est-ce qu'on fait un PESTEL? D'accord. Et donc là, il faut remonter avant. On parle un peu de diagnostic d'entreprise. Il y a le diagnostic interne, externe. Oui, en effet. C'est la détection d'opportunités. Oui, ou stratégie marketing. Tout simplement, peut-être que ça serait d'ailleurs une recherche plus naturelle pour la plupart des utilisateurs. Ben, ce que tu viens de dire, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que, tant bien dans les termes que tu as utilisés, mais aussi dans ce que je viens de dire, ça, ce sont des mots-clés. C'est des requêtes. Et par conséquent, on a la possibilité de créer sur notre site des pages qui vont mettre comment faire sa stratégie marketing. Par exemple. Comment identifier des opportunités de développement pour une entreprise. D'accord. Et tu vas rédiger du contenu qui va permettre de répondre à cette question-là. Oui. Et tu vas pouvoir rediriger comme ça vers ta formation SWOT PESTEL. D'accord. Donc ça, en effet, c'est la mécanique du référencement naturel. Mais alors, comment fais-tu remonter ce référencement et comment, en deuxième question, utilises-tu l'intelligence artificielle dans ce cadre? Ce que je vais faire, juste avant toi de répondre à ça, je vais te prendre un autre exemple et ça va permettre d'alimenter tout ça. D'accord. Aujourd'hui, tu as différents acteurs, notamment dans l'un des leaders dans le domaine du CRM, c'est Salesforce. Que tu as peut-être déjà croisé, entendu. On en entend parler assez régulièrement. Salesforce, c'est hyper intéressant et c'est un cas que je prends notamment en formation. Tu peux te dire, oui, tu vas avoir des personnes qui ont identifié la marque et qui vont taper Salesforce dans le moteur de recherche. Directement. Ça, on est purement sur de la requête de type notoriété, tout comme on peut le faire avec n'importe quelle marque. Par contre, il y a des personnes qui vont déjà être dans un certain cheminement et on va rentrer dans ce qu'on appelle l'intention de l'utilisateur. Comment est-ce que une personne va arriver à t'identifier, toi en tant que Salesforce, comme pouvant être la réponse à leurs besoins? Oui. Et il faut remonter sur toutes des étapes dites plutôt d'apprentissage. Peut-être qu'une des premières questions qui va se passer, c'est, et tu vois, j'adore ce qu'ils ont. Qu'est-ce que, alors tu vois, c'est intéressant. Hein. Qu'est-ce que le SWOT? Qu'est-ce que le PESTEL? Ça nous donne des idées, mais par exemple, qu'est-ce qu'un, je viens de taper. Qu'est-ce qu'un CRM? Oui. Tu vois? Quand tu vas regarder, donc ici on a les résultats sponsorisés, donc ça c'est on est sur du coût par clic, hein, donc ici on a actuellement Pipedrive, Axonote, Expert Market qui payent pour leur visibilité. Ça peut être intéressant si on sera amené à en discuter aussi, mais tu regardes, premier résultat naturel, Salesforce. Salesforce, quand tu vas dessus, tu vois, tu as bien une page, c'est qu'est-ce qu'un CRM? Donc ils ont été suffisamment intelligents pour détecter qu'il y avait des personnes. Il y avait donc un volume de recherche autour de qu'est-ce qu'un CRM. Et oui, tu entends parler de ça, tu entends de CRM et tout, tu sais pas forcément ce que c'est. Un des réflexes, comme tu as dit tout à l'heure, c'était d'utiliser l'IA pour faire de la recherche, mais aussi les moteurs de recherche, comme leur nom l'indique, c'est pour faire des recherches. Quand tu regardes, tu as une page ici qui a été faite. Qu'est-ce qu'un CRM? Et sur lequel tu as quand même eu des personnes qui ont passé du temps pour à la fois rédiger du contenu textuel, produire des vidéos, mais qui aujourd'hui aboutit sur quoi? Une page qui est en première position de résultat naturel, donc ça veut dire que tout l'effort qui a été concédé peut-être pendant 5, 10, 15 heures à produire ça, aujourd'hui, ça leur coûte 0. Tu vois? Et ça, c'est tout l'intérêt en fait de cet investissement de temps que tu peux faire et lié au référencement naturel. Et ça permet quoi à la fin? Cette page-ci, elle te permet de générer du lead. Quand tu vois, on va commencer à identifier, on se dit qu'est-ce que le CRM? J'arrive quand même sur un site où je vois c'est brandé Salesforce. Donc dans mon inconscient, je vais commencer à identifier Salesforce comme étant une solution potentielle à mon problème. Et aussi sur lequel tu vois, tu as tout plein d'appels à l'action. Tu vois, essayer Sales Cloud gratuitement pendant 30 jours. Démarrer. Quand tu vas faire ça, tu vas arriver sur une page en fait qui va t'inviter à renseigner tes infos. Et donc à générer de la donnée. Mais ça, j'en parle très souvent à mes étudiants, notamment en formation. Je leur dis très régulièrement que ce genre de page devient la page d'accueil du site web. Il va falloir qu'on puisse créer de l'interaction. Ouais. Chacune de tes pages, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont, je le répète, elles sont là pour répondre en fait à un besoin utilisateur, à une requête principale. Ce qui va être encore plus intéressant,
c'est de te dire, c'est que tes utilisateurs, oui, peut-être pour la majeure partie d'entre eux, de 40 à 50%, vont passer par ta page d'accueil. Ça veut dire que tu as quand même l'autre moitié qui va passer comme étant leur première page vue sur ton site, qui ne sera pas la page d'accueil. Et à un moment donné, il faut se dire, c'est que le site tel que tu le conçois, il a un objectif final. Généralement, sur du e-commerce, c'est générer des ventes, générer du chiffre d'affaires. Toi, en l'occurrence, pour ton site, ça va être très certainement d'obtenir des demandes d'information, des demandes de devis liées à de la formation. Donc, il faudra à un moment donné que tous ces points de contact que tu es en train de créer, ben, on puisse réfléchir au niveau des parcours pour faire en sorte que tout ceci puisse en utilisateur sur un formulaire rempli. Et ça peut être à différents niveaux. Ça peut être simplement un petit besoin d'information, donc simplement adresse mail, et sur lequel on va travailler ce qu'on appelle ensuite sur du lead nurturing, en gros de venir nourrir ce lead avec un ensemble de contenu jusqu'à faire en sorte qu'il puisse à un moment donné travailler avec toi, tu vois. Et ça dépend aussi de toute cette notion, et c'est ce qui est hyper intéressant derrière l'inbound marketing. En fait, on est dans une stratégie dite pull, à savoir, à un moment donné, je conçois faire un effort en termes de production de contenu à valeur ajoutée, qui va être indexé, qui va se pousser dans les moteurs de recherche, et sur lequel, à un moment donné, moi je ne fais plus d'efforts. Les utilisateurs me disent très clairement, au travers d'un tiers de confiance qu'est le moteur de recherche, ce qu'ils souhaitent. Le moteur de recherche te pousse parce qu'il te considère comme étant la meilleure page, le meilleur contenu pouvant répondre à ce besoin-ci. La meilleure solution. Et après, ils arrivent chez toi. Donc à un moment donné, c'est comme si tu mettais un appât en fait, dans un grand étang. T'as les poissons qui vont venir un petit peu goûter et tout, et toi, à un moment, ce que tu n'as plus qu'à faire, c'est quoi? C'est avoir l'épuisette pour pouvoir récupérer ton poisson. Mais tu attends aussi de la part de ton utilisateur un retour, à savoir, tu apportes un contenu, l'utilisateur va en contrepartie t'apporter de la donnée que tu vas pouvoir derrière analyser pour pouvoir la traiter efficacement. La grande chance qu'on a aussi sur le net, c'est que en vrai, que ton site comporte 10 pages ou qu'il en comporte 2000, ça ne te coûtera pas plus cher. Tu vois, si c'est-à-dire que ton trafic augmente, etc., tu pourras te poser des questions en termes de puissance au niveau de ton serveur, etc. Et encore, il faut arriver sur des gros volumes de trafic. Mais tu multiplies les touching points, donc les points d'entrée, donc les potentialités de contact avec ta cible. D'accord. Comme ça, pour une ce qui t'intéressait, tu vois, c'est la réflexion qui a été faite sur Codea. Donc là, aujourd'hui, sur Codea, on a forcément un listing avec les différentes formations. Et à chaque fois, si tu as la page d'accueil, il y a aujourd'hui, on pourrait se dire, un silo de contenu. Généralement, on rapprochait autour de cette notion dite de cocon sémantique, un ensemble de pages qui sont reliées entre elles parce qu'elles vont parler d'un même sujet, d'un même champ lexical, tu vois. Donc moi, j'ai créé un premier plot comme ça, autour de la formation. Et dans la partie formation, j'ai des branches qui sont par exemple les formations bureautiques, développement web, e-commerce. Donc tu vois, tout est bien rangé. Et toutes ces pages-là sont liées entre elles parce qu'en fait, elles parlent d'une façon ou d'une autre du même sujet. Qu'est-ce qui se passe? C'est que pour Google, en fait, tu ne crées pas qu'une page, mais tu crées un ensemble de contenus qui sont liés entre eux. Le terme lié, il est ultra important parce que ce qui crée le lien entre deux entités, deux éléments, c'est des atomes crochus. C'est qu'on partage quelque chose en commun. Et ça te permet de créer du volume, et un moteur de recherche comme Google, il adore ça. Ça permet de montrer que tu es bien disant, tu es peut-être même le mieux disant, le mieux maîtrisant un sujet. Oui, et Google, pareil, un sujet, je maîtrise pas tout, mais j'en maîtrise une certaine partie. Google aime le contenu et aime également la pertinence et la cohérence de ce contenu. D'où la nécessité également de ne pas s'éparpiller sur son site web, ou en tout cas, si l'on s'éparpille, toujours avoir un socle commun que Google saura reconnaître. Oui. Et donc, pour arriver là-dessus, je me suis dit, à un moment donné, si tu ne fais que attaquer le marché sur les formations, tu es déjà sur le besoin. Donc là, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire qu'une personne qui sera amenée à chercher formation soit tout pestel et tout, on voit qu'on se positionne plutôt bien. Une personne qui cherchera formation référencement naturel, formation email marketing, formation Mistral AI, etc. On peut se positionner dessus. Maintenant, comment faire en sorte pour s'adresser aux personnes qui ne savent peut-être pas encore qu'elles ont besoin d'une formation? Et donc, moi, je vais remonter le truc, et en me disant aussi, comment est-ce que je peux être utile à la fois auprès des utilisateurs, c'est surtout pour eux auxquels on doit répondre, et par conséquent, faire en sorte que le moteur de recherche puisse considérer qu'on est bien disant, maîtrisant un sujet. C'est ça qui compte. Et ça, c'est très important. Parce que pareil, que lorsque l'on étudie les algorithmes des moteurs de recherche,
c'est une notion qu'il faut savoir maîtriser. Le moteur de recherche est user-centric. Il ne s'intéresse pas aux personnes qui produisent le contenu, mais aux personnes qui consultent le contenu. Il faut donc avoir cette vision. Tu me fais d'ailleurs penser à un point, et ça il faut qu'on regarde vite fait. Il y a Google, le contenu IA. Alors, ce que j'aime bien, c'est aller là-dessus à chaque fois, tu vois. Voilà. Documentation officielle de Google, et ils te le disent noir sur blanc, pardon. Ils te disent, chez Google, nous pensons depuis longtemps que l'IA peut nous aider à améliorer notre capacité à fournir des informations utiles. Dans cet article, nous expliquons plus en détail la façon dont le contenu généré par l'IA s'intègre à notre approche. Il y a surtout ce que tu viens de dire, et à un moment donné, moi ce que j'aime bien, c'est, regardons ce que Google nous dit. Il te dit très clairement, les systèmes de classement de Google visent à récompenser les contenus originaux, et derrière le terme original, tu as quand même deux orientations. Le premier, c'est en 1, le fait que ce ne soit pas dupliqué. Quand on parle de quelque chose qui est original, on ne veut pas une copie, on veut quelque chose qui est unique. Et aussi, moi ce que j'aime bien rapprocher, c'est dans l'originalité. À un moment donné, quand tu vas parler, ça on verra derrière, une formation soit Pestel, il y a plein de personnes qui en proposent. Mais l'originalité se fait aussi derrière la façon d'aborder le sujet, derrière le ton, les termes. Est-ce que c'était sur un langage qui est hyper professionnel ou alors hyper abordable? Et il va s'adapter aussi pour nos utilisateurs. Tu es un utilisateur de Google, j'en suis un autre. Et on ne va pas forcément utiliser les mêmes requêtes, donc il va s'intéresser à ça. Et surtout ce qu'ils disent de haute qualité. Qui répondent aux critères de ce que nous appelons le EAT. Derrière EAT, c'est quoi? C'est l'expertise. Tu dois être capable de montrer que tu maîtrises ton sujet. L'expérience. Tu vas le retranscrire à la fois au niveau de forcément des termes que tu vas utiliser, mais aussi de l'ancienneté de ta page, de l'ancienneté de ton site, de la popularité, de l'autorité que tu peux avoir. Et de la capacité à se renouveler. Ouais, de la légitimité. En quoi est-ce que ton site est légitime pour parler de formation soit Pestel? Tu es un fleuriste. Tu crées, donc tu as plein de pages qui parlent de fleurs, de composition florale, etc., etc. Tu crées une page dessus qui s'appelle formation soit Pestel. Peut-être même que c'est une page qui est bien mieux nourrie que toutes les autres, qui traite le sujet vraiment de fond en comble. Google, il va regarder, il va se dire en quoi est-ce qu'un site dont le sujet principal de sujet c'est l'art floral a une légitimité à parler de formation soit Pestel. C'est bizarre. C'est pertinence, on en revient à ce qu'on disait. Et qui aboutit sur le 4e sujet qui est ce fameux, ici la partie ET, donc c'est le côté trust, tu vois, donc c'est la fiabilité, la confiance. Est-ce que ton site il est sécurisé? Est-ce que derrière en fait ton site n'est pas piraté? C'est aussi derrière en quoi est-ce que on peut avoir confiance dans le contenu que tu rédiges? Est-ce que tu cites tes sources? Est-ce que derrière aussi tu fais preuve de d'autorité en venant citer tant bien peut-être des noms, des prénoms, des citations, etc. Tu vois, Qu'est-ce qui montre qu'on peut avoir confiance dans le contenu que tu produis? Il complète, tu vois, en se disant nous nous concentrons sur la qualité du contenu plutôt que sur la façon dont il est produit. Donc oui, toi Thibaut, tu peux très bien en gros prendre tes deux mains et tes 10 doigts, taper sur le clavier tout ton contenu, etc. Mais tu peux aussi derrière te faire assister par certains outils. Mais ce qui compte, c'est que tu réponds toujours à ces 4 principes: l'expertise, l'expérience, la légitimité et enfin la fiabilité, confiance dans le contenu que tu rédiges, tu vois. Et ce qu'ils viennent te dire, Mais c'est intéressant ce que tu nous partages ici, parce qu'en effet, le moteur de recherche Google ne cache pas ses intentions, ni même sa méthode. Alors peut-être que l'algorithme est lui plus compliqué à comprendre, mais les méthodes de fonctionnement sont basées sur ces 4 principes et ces 4 valeurs qui sont cardinales et dont tout créateur de contenu doit avoir connaissance. Exactement. Et il te le dit. Les conseils pour les créateurs qui souhaitent, envisagent d'utiliser la génération par IA te disent, comme expliqué, quelle que soit la façon dont le contenu est créé, les personnes souhaitant réussir sa recherche Google doivent chercher à produire des contenus originaux, de haute qualité, people first. Et voilà. Présentant la qualité de l'EAT. Et ils te le disent ici, par exemple, il est important de reconnaître que les utilisations de l'automatisation, y compris la génération par l'IA, ne sont pas toutes du spam. On peut l'utiliser de notre côté, et en fait de faire un travail derrière de réécriture, etc. Parfois l'IA te permet d'avoir des angles auxquels tu n'aurais pas pensé, des sujets, etc. Tu vois. Une structure, un respect du vocabulaire également, que l'IA permet de produire. Mais ce qui est intéressant, c'est que Google, comme
nous le disons suffisamment souvent, reste un outil. Exactement. Et oui. l'IA ne vient pas se substituer à l'intelligence humaine, Non. elle n'est qu'un outil de support, comme l'a été l'informatique et Internet Oui. après lui. Et tu vois, pour terminer là-dessus, et après te montrer plus concrètement ce qui a été mis en place, il nous dit ici, l'IA peut permettre de développer de nouveaux niveaux d'expression et de créativité et d'aider les utilisateurs à créer des contenus de qualité pour le web. Ceci est en accord avec notre vision depuis toujours, donner aux gens les moyens d'utiliser les nouvelles technologies. Nous allons poursuivre cette approche responsable tout en assurant un haut niveau de qualité pour les informations et l'utilité globale du contenu dans la recherche Google. Donc j'en reviens, tu vois, ici. Eh bien, moi je suis reparti sur la base. Je me suis dit, à un moment donné, quand on parle de formation, derrière il y a plein de vocabulaire. Comment est-ce que tu peux montrer que tu es bien disant sur cette partie-ci ? C'est une partie lexique. Donc aujourd'hui, moi j'ai un lexique digital, au sein duquel, tu vois, la plupart des termes qu'on va pouvoir rencontrer en formation, dans les pages, etc., et bien sur lesquels, en fait, on va avoir du contenu qui a été rédigé et sur lequel je me pose très clairement en tant que définition growth marketing. Donc en tant qu'expert. Oui. Donc j'ai une fondation, en fait, autour de toutes les définitions là-dessus. Comment est-ce que j'ai fait ? Il y a une partie, ce que j'aime bien dire, c'est d'industrialisation, mais surtout de semi-automatisation de génération du contenu assisté par l'IA, et sur lequel j'ai tout ce qu'on appelle un workflow. Donc en fait, aujourd'hui, moi, dans l'outil qui a été développé, je mets le terme qui m'intéresse. Ça va partir automatiquement demander auprès de l'IA. Donc aujourd'hui, j'utilise Claude pour moi me générer mon contenu suite à un prompt. Et ça vient me recréer comme ça ce contenu-ci en statut brouillon. Et là, aujourd'hui, le CMS utilisé, c'est un WordPress. Je relis le contenu, j'affine, je publie. Et voilà. Première partie, lexique. Second point, je me suis dit aussi, des personnes qui souhaitent avoir une formation, c'est peut-être aussi parce que derrière, elles souhaitent s'orienter ou se réorienter vers un métier. Et bien ici, tu vas avoir les métiers du digital. Et donc ici, tu vois, alors il y en a certains, par exemple, un traffic manager. Je me suis posé la question, quelqu'un qui souhaiterait devenir traffic manager, ce serait quoi un petit peu ses questions ? Moi, je me suis dit, Google nous dit, produire du contenu qui peut être intéressant, etc. J'aimerais bien avoir une petite fiche de poste sur ce qu'est un traffic manager. Et bien en fait, dans le prompt qui a été donné, derrière c'est retravaillé, tu vois, c'est par exemple une partie un petit peu entrée en matière, un petit chapeau de présentation du métier, tu vois. À quelle mission, à quoi t'attendre quand tu vas devenir traffic manager, les compétences techniques requises, et tu auras pu remarquer, c'est que maîtrise les outils, tu retrouves les termes ici, donc là ce qu'il va y avoir derrière, c'est du maillage qu'on va mettre en place dans mon fameux lexique qui redirigeront après vers les formations. Des qualités, des estimations en fait de salaire, etc. Tu vois. On a une fiche de poste. Une fiche de poste. Donc là, les personnes qui pourront se dire comment devenir traffic manager, va pouvoir analyser que effectivement j'ai besoin d'avoir des certifications Google Ads Analytics. On propose des formations de préparation à la certification Analytics. Tu vois, pas de fondation. Dernier aspect qui est aussi intéressant, c'est par exemple les outils. Donc là, par exemple, dans ce qu'on peut utiliser, tu as vu tout à l'heure comment, par exemple, Pipedrive, ces outils qu'on peut recommander pour des CRM, présentation des différents outils. Et les outils auxquels on forme, tu vois. Donc là, j'ai à la fois les métiers, les compétences, les outils. Et ça permet d'avoir tout un socle en fait de contenu qui redirige à la fin vers les formations. Et Google, il va avoir ça comme un ensemble, tu vois. Et enfin, le dernier type de contenu qui a pu être fait, c'est celui sur lequel en fait on va travailler assez souvent. C'est la partie un peu conseil, etc. Tu vois. Donc là, c'est du travail quotidien, notamment en fait de sourcing, de sélection en fait de sources. Moi, le travail que je viens faire derrière, c'est de mettre les brides résumées en fait de ces contenus-ci. Ça passe dans l'IA pour rédiger le contenu, relecture, publication. Très bien. Donc en fait, l'IA génère pour toi du contenu, un brouillon que tu vas pouvoir analyser et publier sur ton site. Exact. En temps réel. Oui. Et aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que tu vois, en termes de programme de formation, alors après, pareil, on peut à chaque fois travailler sur des requêtes plutôt génériques. Tu vois, tu parlais tout à l'heure comment formation, stratégie marketing. Mais après, on pourrait très bien arriver sur des niveaux de granularité beaucoup plus fins, notamment, et là, ce qu'on appellerait de la longue traîne, formation, stratégie marketing, fleuriste. Oui. Toi, tu pourrais très bien te dire, une personne qui à un moment veut te renseigner cette requête-là, elle puisse retomber sur exactement dessus. Ouais.
sur ton contenu. Mais alors, la question que je me pose, c'est que j'ai vraiment l'impression... Alors là, bien sûr, tu nous présentes le front, c'est-à-dire ce que l'on voit. Évidemment, on ne voit pas ce qui se passe derrière, mais la question que je me pose, c'est moi qui suis assez novice dans ce domaine, comment est-ce que je peux mettre ça en place ? Ici, alors moi j'utilise un outil, alors j'aime beaucoup les solutions open source, et j'avais détecté un outil il y a maintenant 3-4 ans qui s'appelle N8N. Donc c'est intéressant, c'est un peu un équivalent d'un Make. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un outil qui va te permettre de rattacher différents outils entre eux, sans forcément coder. Alors, moi, j'adore cette partie-là, on était toujours censé faire un peu quand même de bricolage, etc. Mais pour avoir testé des choses, tu n'as plus besoin de faire du code dur, etc. Ça te met d'avoir une grosse couche tout de même de simplification pour faire tout ça. Et en fait, tu viens, un peu comme des Lego, tu vas te dire, voilà, dès lors qu'en fait, j'ai un terme du lexique qui est renseigné sur mon site WordPress, tu le récupères, je vérifie qu'il n'y a pas déjà de contenu, ça va partir derrière sur Cloud AI avec le prompt, et une fois que le contenu a été fait, tu me le remets dans la partie contenu du site, et sur lequel en fait tu vas pouvoir me rediriger les éléments et en statut brouillon, quoi, tu vois. D'accord, donc il y a vraiment des éléments et des outils plus précisément qui te permettent de travailler simplement avec un minimum de connaissances techniques et de code précisément. Aujourd'hui j'en ai plusieurs ici, donc tu vois, si on prend ce fameux exemple du lexique, hop. Donc là ici j'ai différents workflows qui ont été faits, et donc aujourd'hui qu'est-ce qui se passe ? Donc là aujourd'hui j'ai donc différents appels, donc là tu vois, quand je lance ici, ça va aller taper directement sur mon site WordPress, dans les types de contenus qui sont lexiques. Ça me retrouve l'ensemble des termes qui aujourd'hui n'ont pas de contenu. Qui dit pas de contenu dit contenu à créer. S'il n'y a pas de contenu, si le contenu est vide, auquel cas, ça s'en va vers Cloud AI, et je fais appel à ce qu'on appelle l'API, c'est-à-dire que je ne passe pas par l'interface graphique, mais directement sur le système de Claude, au sein duquel je lui fournis en code mon prompt, je lui dis le contenu que je veux obtenir en fonction du terme du lexique, et une fois qu'il est rédigé, ça s'en va directement sur ce dernier nœud ici, et en gros, qui va faire quoi ? Qui va renvoyer le contenu vers mon site. Fini. Très bien. Et vers ton site en version brouillon. Ouais. Alors ça, tu peux le choisir. Tu pourrais publier directement, mais après, l'idée, c'est quand même d'avoir un minimum de validation dessus. La question qui va se poser, tu vois, c'est est-ce que ça fonctionne ? Alors moi, j'ai vu pas mal de personnes à chaque fois, et même encore aujourd'hui, qui viennent dire l'IA, attention, Google est en train de serrer la vis, etc. Même déjà, un moment, on disait qu'il ne fallait pas rédiger du contenu par IA sous peine de se faire blâmer, mais si on est amené à respecter ce qu'on a vu ici, pourquoi est-ce qu'on se ferait taper dessus ? Et puis c'est l'article que tu citais tout à l'heure, Google n'est pas contre les contenus rédigés par l'IA à partir du moment où il respecte cette fameuse règle des ERT, en plus de rester en user-centric. Je vais te montrer. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu après des étudiants en 5e année sur lesquels, avec eux, j'ai un module en référencement naturel. Et en fait, je suis parti d'une problématique qui a été est-ce qu'aujourd'hui, on aurait la possibilité de faire passer un site quasiment de 0 à 1000 visiteurs uniques pour le prix d'un Big Mac ? D'accord. Et combien coûte un Big Mac ? Moi, je suis parti sur un menu, donc 10 balles. 10 euros. Là, ce qu'il faut dire, c'est que chaque contenu qui a été rédigé par l'IA, aujourd'hui, ça coûte à peu près entre 2 et 3 centimes. D'accord. Tu vois ? Pour te montrer un petit peu l'impact que ça peut avoir, on va commencer par ici. Tu vois, là, en fait, au tout début, ça, c'est ce qu'on appelle les impressions. Donc, dans cette partie-ci, c'est le nombre de fois où, suite à une requête qui a été tapée dans le moteur de recherche, Google s'est dit... Ton contenu est ressorti. Il affiche dans les cercles, dans les pages de résultats de recherche. Tu vois quand même ici une jolie petite courbe qui augmente, ça c'est à partir du moment où on a commencé à mettre ça en place. Tu passes quand même d'une moyenne, on va même ici tu vois de 700 impressions, on va dire quotidiennes, à une jolie moyenne aux alentours de, entre 2500 à 3000. Tu fais quasiment en fait un joli x4. x4, ouais. Là-dessus. L'impact que ça a aussi derrière, c'était quoi ? C'est l'évolution de la position moyenne. Les contenus qu'on a publiés nous permettent aussi de gratter des places. Tu vois, en moyenne, on était à 50e position. Là, actuellement, on est en train de se rapprocher gentiment d'une 30e position. Pardon. Donc là, maintenant, on va travailler sur tout un travail d'affinage. Au niveau des pages, on va repérer les pages qui sont entre les positions 5 à 15, améliorer les contenus, remonter, etc. Et l'impact que ça a derrière, c'est quoi ? Ça, on est uniquement sur Google. C'est le trafic, tu vois. Là où avant, sur la partie référence naturelle, tu n'avais quasiment aucun clic.
tu vois qu'aujourd'hui, il y a quand même une tendance assez intéressante. Qui est à la hausse. Et aujourd'hui, à peu près, ouais. Alors, c'est pas encore énorme, mais tu te dis entre 15 à 20 clics quotidiens, ça te fait quasiment 600 clics sur tes résultats, donc 600 personnes qui arrivent sur ton site. Oui. Et autant de contacts potentiels, si tu as 10% de ces personnes, Oui. même pas 1% de ces personnes qui essaient de te contacter, ça fait 6 contacts par mois. Si tu en transformes la moitié, C'est ce que j'allais dire, 50% aujourd'hui. Tu peux éventuellement générer 3 clients par mois, ce qui, dans le cas d'une EI, n'est pas neutre. Complètement. Et après, tu vois, ça permet d'aller encore sur autre chose. Donc là, aujourd'hui, sur la partie plus tracking, tu vois. Donc tu as un outil, c'est un équivalent à Google Analytics, donc c'est Piwik, qui te permet de suivre comme ça le trafic général sur ton site. Alors pourquoi tu utilises Piwik plutôt que... Alors Piwik, en fait, il y a un côté en fait, de conformité RGPD de base, et il a été reconnu comme par la CNIL, qui, suite à une certaine configuration, tu n'as pas besoin de mettre de bandeau de consentement. En fait, il n'y a pas de collecte de données personnelles, etc. Tu vois. Donc c'est mis sur la partie CNIL, et c'était l'occasion aussi de tester un autre outil, quoi, tu vois. Si on regarde, par exemple, on va prendre sur l'année courante, au global, tu vois, on commence à avoir une petite courbe qui est quand même assez intéressante. Tu vois, on a une certaine augmentation du nombre de sessions et de visiteurs. Donc là, on avait mis en place le tracking à partir de début février. Et surtout, c'est le trafic généré sur le moteur de recherche. Tu te dis, là, en fait, en l'espace de 2 mois, on est mine de rien aux alentours de 2200 visiteurs uniques. Et en moyenne, un visiteur visite 3 pages, tu vois. Alors, on en revient pareil. Tu te dis, si tu es amené à convertir là-dessus, on va prendre un taux de conversion moyen, aller à 3-4%. En l'espace de 2 mois, ça veut dire que là-dessus, tu vas avoir à peu près 80 demandes. Tu convertis 1 sur 2, ça te fait en fait une quarantaine de demandes signées. Quoi, tu vois. Une quarantaine de demandes signées. Et une nouvelle fois, sur des niveaux, entre guillemets, abordables. C'est-à-dire avec un minimum, alors un maximum d'efforts en amont, mais un minimum d'efforts ensuite. Donc il suffirait d'affiner quelque peu certains articles et certains... C'est le but. C'est clairement le but. Tu vois, par exemple, on va prendre sur les 28 derniers jours. Donc là, tu vois, c'est quand même... moi, je trouve ça assez fascinant. Alors, les chiffres sont pas encore énormes, mais normalement, l'idée, c'est d'arriver d'ici 3 mois à faire un joli x2, x3 sur le trafic ici, parce que là, on est quand même en courbe montante. Et de toute façon, c'est que tout ce qu'on a fait de par le passé n'est pas perdu. Ça permet d'alimenter, de grossir et tout. Donc l'idée, c'est de continuer à alimenter la pompe, tu vois. Mais tu dis, tu as quand même été présenté 78 000 fois. Tu vois, c'est quand même pas neutre. Et après, ce qu'on va essayer de repérer, c'est les positions moyennes. Donc là, à un moment donné, alors surtout, ce qu'on va faire, c'est... j'ajoute un filtre à chaque fois, je vais surtout cibler par pays. Donc je vais vraiment faire au niveau de la France, tu vois. Et je me dis que pour l'ensemble des utilisateurs qui sont basés en France, là, cette fois-ci, ma position moyenne, c'est 12, tu vois. Donc je suis tout en haut de la seconde page du résultat de recherche. Et je vais venir chercher, tu vois, par exemple ici, j'ai des choses assez intéressantes, c'est par exemple Claude AI, je suis en 13e position, tu vois, en moyenne, sur les 28 derniers jours. On parle quand même juste du nom de l'outil, qui est un équivalent à ChatGPT, Mistral, etc., tu vois. Oui. J'ai des choses aussi assez intéressantes, tu vois, c'est par exemple ici, qui est derrière Claude AI. Il y a des personnes qui se disent, c'est quelle entreprise qui est derrière Claude AI, c'est qui les responsables, etc. Ça donne aussi des idées de pages sur lesquelles répondre, etc. Et après, tu vois, tu as plein d'idées qui vont pouvoir arriver. Qu'est-ce que je pourrais te montrer ? Par exemple, formation Mistral AI, 7e position. Celle-là, je sais que je vais aller travailler sur la page en question pour pouvoir remonter dessus. Et tu vois, là, aujourd'hui, formation Google Ads. Alors là, c'est pas très parlant. Il faudrait que je te rajoute une stat en plus qui est le nombre d'impressions. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'il y a potentiel là. Formation Google Ads, en étant en 19e position en moyenne, donc ça veut dire tout en bas de la 2e page, en gros là où quasiment plus personne ne va, tu génères 130 impressions et tu fais un clic. Bon voilà, ça, page d'intérêt. Donc on va retravailler comme ça, retravailler du contenu autour pour aller repousser tout ça. Tout ce que je veux dire, c'est que, et c'est ce que je dis aussi auprès des différents clients, même auprès des différentes personnes que je forme sur cette partie-là, c'est il faut savoir être patient. En fait, ce que j'adore en fait dans cette partie liée au référencement naturel, c'est que tu as une forte dimension stratégique. Tu es aussi obligé, et toi c'est quelque chose qui va certainement encore plus t'intéresser, te mettre à la place de tes utilisateurs. De quoi ont-ils besoin ? Comment vont-ils le retranscrire au niveau des moteurs de recherche ? Et surtout, on en revient tout le temps pareil, Thibaut, tester. Créer une page sur ton site, ça ne te coûte rien, si ce n'est un peu de temps en termes de création. Par contre, ce qui va compter,
Le résultat de la valeur, c'est de pas juste faire des choses pour faire des choses. En fait, il faut pouvoir mesurer. À un moment donné, se poser la question, est-ce que ça a fonctionné? Oui ou non? Si ça a fonctionné, pourquoi est-ce que ça a fonctionné? Si ça n'a pas fonctionné, ben, Pourquoi ça n'a pas fonctionné? pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et surtout se dire, ben, est-ce qu'on arrête? En fait, est-ce qu'on prend une mauvaise direction? Donc, est-ce qu'il faut arrêter de faire ça? Ou est-ce que, malgré tout, on peut en tirer certaines conclusions et, auquel cas, de rentrer dans cette fameuse démarche dite d'amélioration continue en disant, ben, j'identifie ce qui a fonctionné, j'ai une partie sur laquelle ça a moins bien fonctionné, ben, moi, de faire en sorte que ça puisse Tester, passer. générer, Tout analyser, le temps. agir, Ouais. générer, analyser, C'est agir. C'est tout le la temps le même seule truc. règle qui fonctionne. Et écoute, en tout cas, je suis vraiment heureux que tu m'aies parlé de tout ça et j'ai hâte qu'on puisse travailler sur mon site Bah. en partant dans cette direction-là. Et moi, ce que je te propose, si ça te va, ça pourrait être intéressant de faire le côté build on public. Tu sais, qu'on puisse montrer un petit peu toutes les réflexions qu'on peut avoir Ouais, autour de la bien construction sûr. du site, avoir aussi derrière des échanges, des interactions. Et à un moment donné, ce qui compte, et on en revient tout le temps pareil, c'est on peut lire plein de choses, on aura souvent, et c'est ce qui est quand même le plus intéressant, des avis qui divergent. Mais à un moment donné, il y a aussi ce en quoi on croit et ce qu'on a testé. Et tu vois, moi j'en viens un moment à ce résultat final qui est, à un moment il faut le faire, tu vois. Et ce que j'ai adoré dans ce module avec les étudiants, c'était de partir comme ça, on va se dire, bah, en fait on a 3-4 séances, vous êtes en 5e année, on a un module de référence naturelle ensemble, vous entendez parler de l'IA à côté, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut bricoler, qu'est-ce qu'on peut tester ensemble, et surtout, mesurer des choses derrière. Et ben ça, c'est un faire-valoir, tu vois. Mais je te rejoins complètement. Faisons, testons, analysons pour s'améliorer encore et toujours. Carrément. Ce que je te propose, c'est comme ça, on donne rendez-vous à la communauté sur ces prochains contenus et surtout, bah, pareil, les commentaires sont à disposition pour avoir aussi des questions, des besoins d'information et aussi surtout, je pense, des avis sur Oui. ce qui aura été fait. Et puis c'est ce qu'on se disait, on en avait parlé déjà tous les deux, peut-être la création de mon site web, que l'on présentera, on présentera les étapes au fur et à mesure et comment améliorer avec évidemment des retours d'expérience Carrément. qui pourront aider la communauté. Fin de cet épisode, on est pas mal Thibaut. Merci. Rendez-vous à la prochaine. Salut Mathias.